Alors qui je suis? Je m'appelle Philippe Bobola, donc j'ai eu un parcours un peu atypique par rapport au parcours européen. J'ai commencé une carrière de physicien, théoricien, et puis après je me suis orienté vers la biologie. Et donc j'ai fait ce saut, si je puis dire, mais en gardant mon esprit de physicien, c'est-à-dire que j'ai abordé la biologie avec un esprit de physicien. Bon, j'ai travaillé sur les membranes, entre autres, les membranes des cellules, et sur la cellule cancéreuse, ses différences, etc. Et je continue à faire de l'investigation biologique et de la recherche sur le tissu conjonctif. Toute cette dimension, on pourrait dire le tissu conjonctif, c'est le grand oublié de la biologie, à part les ostéopathes et les approches qui ont une sensibilité ostéopathique. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce parcours, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de rationalité qui était liée à notre culture. En dehors de faire de la recherche, quand vous écoutez les chercheurs, ils ont aussi leurs petits bobos quotidiens. Et donc vous avez tout de suite ceux qui sont sensibles aux médecines alternatives, ceux qui sont plutôt sensibles à la médecine allopathique, ceux qui ont une fibre spirituelle, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui croient à un monde invisible, et ceux qui n'y croient pas. Et donc ça m'a amené à être anthropologue, et donc je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même façon de concevoir l'eau, un arbre, par exemple. Les Africains considèrent que à toute forêt est associée une forêt sacrée. Et donc pour eux, le plus important, c'est d'entretenir la forêt sacrée qui permettra à la forêt, on va dire, incarnée, réelle, de se maintenir en bonne forme. Alors c'est toutes ces notions, nous, on a tendance à considérer que c'est de la superstition, vous voyez ce que je veux dire, c'est un héritage d'autres temps. Et que la modernité, elle a éliminé tout cet aspect irrationnel. Voilà. Et puis, enfin, je suis devenu psychanalyste adlérien, parce que j'ai considéré que un individu, c'est quand même une singularité dans une culture. Voilà un peu mon parcours. Alors en biologie, il y a plein d'énergie qui circulent que le biologiste n'a pas l'habitude de voir. Il y a des ondes particulières qu'on appelle des solitons. Ce sont des ondes qui ont la particularité, quand elles rencontrent un objet, elles ne perdent pas de l'énergie s'il y a choc. On pourrait les symboliser par un grand sommet, un grand creux, parce que vous savez qu'une onde c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux. Un certain nombre de fois par unité de temps, généralement on choisit comme unité de temps la seconde, et un cycle c'est un sommet, un creux, ça s'appelle un hertz. Donc le courant qui nous éclaire et qui vous permet de me filmer, c'est du 50 hertz. Le four à micro-ondes, c'est 2,450 milliards de sommets et 2,450 milliards de creux par seconde. Donc voilà. On trouve également de la piézoélectricité, c'est les propriétés qu'ont certains matériaux, quand on les soumet à des contraintes mécaniques, de créer des courants électriques. On s'est rendu compte que, par exemple, circulaient des courants électriques sur l'ADN. Donc, en physique, quand vous avez une circulation d'un courant électrique, ça génère un champ magnétique. On trouve des champs électriques, des champs magnétiques, des ondes électromagnétiques. On trouve également des biophotons qui ont été découverts par Fritz Albert Popp, qui sont dans la gamme des UV. Et qui ont des propriétés intéressantes, puisque une cellule, lorsqu'elle est en bonne santé, si je puis dire, elle produit un rayonnement qui est dit hautement cohérent comme un rayonnement laser. Donc une cellule malade, c'est une cellule qui a perdu son rayonnement cohérent. Et donc il y a toutes ces énergies qui circulent, il y a aussi de la cristallinité liquide, c'est-à-dire un comportement de la matière qui est intermédiaire entre le cristal et un liquide, donc qui paraissent incompatibles, puisqu'on a eu tendance dans un premier temps à avoir trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc le cristal liquide, il est intermédiaire entre l'état solide et l'état liquide. L'eau, par exemple, par certains de ses aspects, est un cristal liquide. Il faut atteindre plus de 55 degrés pour qu'elle perde sa cristallinité liquide.
Alors la biologie quantique, c'est une discipline émergente. C'est tout simplement l'introduction de la physique quantique dans la biologie, le vivant. Au début du siècle, les physiciens pensaient qu'une fois l'existence de l'atome prouvée, ils allaient appliquer les lois de la physique classique et ils allaient faire une bouchée de l'atome. En 6 mois, c'était réglé. Sauf qu'on en est loin, puisqu'on a continué et on en apprend encore. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait 2 physiques qui ne sont pas ennemies l'une de l'autre, mais complémentaires, la physique classique et la physique quantique. Donc la physique classique régit l'infiniment grand. Alors j'appelle infiniment grand les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Mais un tube de dentifrice, d'une certaine façon, obéit aussi à la physique classique. Une voiture obéit à la physique classique. Et puis il y a le monde microscopique, les atomes, les molécules, qui obéissent à la physique quantique. Alors pendant de nombreuses années, on pensait que seul l'atome et la molécule pouvaient avoir un comportement quantique. Et puis de plus en plus, il y a des expériences qui prouvent que les cellules peuvent avoir, par certains aspects, un comportement quantique. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que, par exemple, la photosynthèse, qui permet à une plante de produire de la matière organique, comment elle fait? Elle a au niveau de ses feuilles une molécule qu'on appelle la chlorophylle. Et cette molécule de chlorophylle est capable de capter l'énergie du soleil. Les feuilles peuvent capter le gaz carbonique et l'eau grâce à leurs racines. Et donc quand vous faites réagir l'eau et le gaz carbonique avec l'énergie du soleil captée, vous pouvez produire de la matière organique, notamment un sucre qui est très important pour les cellules, qui est la cellulose. En 2007, Graham Fleming de l'université de Berkeley et son équipe ont trouvé dans une bactérie chlorophyllienne, donc il y a certaines bactéries qui ont de la chlorophylle, c'est vestige de l'évolution, généralement c'est les premières bactéries, ce qu'on appelle les archéobactéries ou les archébactéries. Il a trouvé 7 molécules de chlorophylle liées les unes aux autres. Et donc en envoyant un rayonnement laser, comme on dit femtoseconde, donc 1/10 millionième de milliardième de seconde, donc c'est très puissant, il générait un courant électrique et il s'est rendu compte que ce courant électrique avait la particularité quantique d'être dans des états superposés. C'est-à-dire, imaginez, on va symboliser ces 7 molécules, il y a un couloir principal qui se divise en 7 sous-couloirs. Normalement, en physique classique, le courant va aller dans un de ces 7 couloirs. Donc en termes de probabilité, vous avez une chance sur 7 d'avoir un courant électrique dans chacun de ces couloirs. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des états superposés, c'est que les courants électriques circulaient simultanément dans les 7 couloirs. Et donc, ça prouvait que la photosynthèse avait un comportement quantique. Alors évidemment, quand il a fait ces expériences, on est à basse température. On est à des moins 169 degrés Celsius, mais en 2010, Greg Scholes a trouvé sur des bactéries qui s'appellent Chromonas et Rhodomonas, cette fois-ci 8 molécules, et pareil, il a montré des états superposés, mais à température ambiante, et qui durent 4 femtosecondes, c'est-à-dire 10-15 secondes, ce qui est, ça paraît pour nous ultra court, mais c'est 4 fois plus long que ce qu'on s'attendait. Alors ça ne veut pas dire que la physique classique n'a pas son mot à dire, mais d'une certaine façon, certains aspects incompréhensibles de ces phénomènes biologiques uniquement décrits par la physique classique prennent une autre tournure, une autre vision avec la physique quantique. Il y a une sorte de complémentarité. Alors tout le substrat, si je puis dire, de la physique classique a servi de base aux biologistes, et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que progressivement, certains aspects de la biologie ont également une description quantique. Alors, quelle est la différence? Par exemple, en physique classique, la logique qui prévaut, c'est plutôt la logique du ou. Par exemple, une particule, au sens classique, elle ne peut pas être onde et corpuscule, c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, quand vous rentrez dans la physique, vous avez une discipline qui s'appelle la mécanique, qui permet de décrire
les mouvements de la matière. La mécanique céleste, par exemple, va décrire comment les planètes tournent sur elles-mêmes et tournent autour du Soleil. Et puis de l'autre côté, vous avez une physique qui décrit la lumière, qui est un être immatériel, qui peut donner lieu à des réflexions, des diffractions, des diffusions, des absorptions. Et on ne peut pas décrire la lumière par les lois de la mécanique, comme on ne peut pas décrire la mécanique par les lois de l'optique. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre. La grande surprise des physiciens était de se rendre compte que les atomes, les molécules avaient une double dimension simultanément. D'ailleurs cette année, Zellinger a reçu le prix Nobel de physique pour avoir montré que des grosses molécules comme les fullerenes, 60 atomes de carbone, avaient des comportements quantiques. Voilà. Donc en l'état actuel de nos connaissances, comme je vous disais, on s'aperçoit que la biologie s'enrichit de l'apport de la physique quantique et les deux physiques deviennent complémentaires. Donc l'évolution a 3,5 milliards d'années, puisqu'on estime que les premières bactéries arrivent à peu près, il y a 3,5 milliards d'années. Et à partir de là, la vie a d'abord été une vie sans oxygène, des bactéries anaérobies, donc des bactéries archaïques qu'on appelle archéobactéries ou archébactéries. Et puis après, l'oxygène est apparu, on a eu des bactéries aérobies, et puis à partir de là, à partir des bactéries aérobies et puis des ancêtres des cellules, donc Christian de Duve parle d'une cellule archétypale qui s'appelle LUCA, Last Universal Common Ancestor, et bien les cellules animales sont apparues, végétales et animales, donc il y a une grande différence. L'ADN des bactéries est circulaire, alors que l'ADN de nos cellules animales et végétales est en double hélice. Alors, il semblerait qu'il y a eu une espèce de pacte où une bactérie aérobie a décidé de rentrer à l'intérieur des ancêtres des cellules eucaryotes. Et donc c'est une sorte de pari, comme disent les Américains, win-win, chacun a gagné, la bactérie a eu protection et la cellule animale et végétales ont eu beaucoup plus d'énergie. Et donc ça a permis une évolution qui a été vers le mouvement, quoi. On a d'ailleurs l'impression en termes évolutifs qu'il y a eu une évolution qui s'est dirigée dans des directions opposées. La plante est fixe, donc elle est plutôt sédentaire, et donc sa philosophie c'est de résoudre localement les problèmes qui se posent. Donc ça suppose une intelligence collective, ça suppose des symbioses, ça suppose plein de choses que les animaux n'ont pas forcément tous utilisées. Mais un être humain, il est essentiellement une symbiose. Hein. On a dans le corps 10 fois plus de bactéries que de cellules, à peu près 100 fois plus de virus que de cellules. Donc il y a une véritable symbiose qui s'est faite principalement au niveau de l'intestin, le microbiote. On est de même que on a une espèce de rationalité qui est propre à notre culture. Quand on regarde une plante, on a un nomadocentrisme, c'est-à-dire nous sommes des êtres nomades. La plante est un être fixe. Et donc la fixité, la sédentarité l'a amené à développer des qualités de résistance, d'intelligence collective, etc. Par exemple, il n'y a personne parmi le genre humain qui est capable de vivre l'hiver tout nu, les pieds dans l'eau, se nourrir de rayonnement solaire et de puiser l'eau dans le sol. On n'est pas capable de faire ça, donc elle a une espèce de résistance, mais elle a aussi ses limites. L'animal, quand il a un problème et qu'il n'arrive pas à le résoudre là où il se pose, il va aller ailleurs. Voilà. Et donc c'est deux façons de voir
la vie, et donc l'évolution a pris des voies différentes, mais a amené les animaux à être dépendants des plantes. Michel Valentin, qui est poète, a dit que la plus belle conquête des plantes, c'est l'homme. Parce qu'il l'a rendu dépendant d'elle, quoi. En quoi la biologie quantique peut nous aider à comprendre le fonctionnement des micro-organismes? Déjà, on se rend compte que quand on fonctionne selon un mode quantique, il y a une espèce de collectivité qui s'impose, un comportement collectif qui expliquera en partie la mémoire de l'eau, des battements quantiques, enfin un état de cohérence. Vous avez comme ça des états, c'est même un quatrième état de la matière, enfin considéré comme tel, le condensat de Bose-Einstein. Quand on refroidit une collectivité d'atomes issus d'un gaz, alors au départ on avait des températures de l'ordre de très très basses, donc c'est toujours bas d'ailleurs, mais on se rapproche du zéro absolu. Vous savez, cette température basse qu'on ne peut pas dépasser, moins 273,14 degrés Celsius, on ne peut pas aller plus bas. C'est assez curieux parce qu'il y a une limite au froid, il n'y a pas une limite au chaud. L'explication, ça vient du fait qu'en physique quantique, les particules ne sont jamais au repos. Il y a une espèce de mouvement plus ou moins important, mais il y a un mouvement, le plus petit mouvement qu'on puisse envisager, qu'on appelle l'énergie au point zéro, qui est due à un physicien hollandais, Hendrik Casimir. Donc au départ, si on raisonne, plus on refroidit une collectivité d'atomes, moins ils vont bouger, c'est comme si on les avait gelés. Donc on peut très bien, au moins conceptuellement, considérer qu'à très basse température, cette température du zéro absolu, les atomes sont figés et ne bougent plus. En fin de compte, non, ils bougent un tout petit peu. Et donc ça empêche ce mouvement minimaliste d'atteindre le zéro absolu. Voilà, ça fait partie du troisième principe de la thermodynamique qui nous dit qu'on ne peut pas atteindre ce zéro absolu. Pour l'atteindre, il faudrait que ce mouvement disparaisse. Et quand on a une collectivité d'atomes refroidis à cette basse température, eh bien, c'est comme si l'ensemble des atomes fusionnait pour donner un atome géant associé à une seule onde. Enfin, on dit qu'on est dans un état de cohérence. Donc c'est une forme de comportement unitaire. Et donc ça m'a fait penser à ça, puisque finalement les bactéries ont ce comportement unitaire. Souvent dans l'histoire des sciences, on commence par comprendre l'atome, puis après on comprend que l'atome c'est une chose, mais la collectivité c'est différent. Donc le fait d'avoir une collectivité d'atomes donne des propriétés émergentes. Et donc c'est pareil pour les bactéries, on s'est rendu compte que les bactéries vivaient sur des biofilms qu'ils se fabriquent lui-même. En gros, c'est 97% d'eau, et puis vous avez des protéines, des glucides, de l'ADN, de l'ARN. Et donc ces biofilms ont permis aux bactéries de pouvoir conquérir tous les écosystèmes du monde. C'est ce qu'on trouve dans des bactéries qui vivent dans des geysers, on en trouve qui vivent dans la mer morte. 275 microgrammes de sel par millilitre. Donc vous avez des bactéries qui vont pouvoir vivre dans les nuages, des bactéries qui peuvent vivre dans du kérosène, du benzène, de l'huile de moteur. On a même des bactéries comme Deinococcus radiodurans qui est capable de supporter des doses faramineuses de radioactivité, 5000 fois supérieures à la dose qui tuerait une cellule animale ou végétale. Et généralement, on les a même trouvées dans des piscines nucléaires. Et elles ont trouvé peut-être un des secrets de l'immortalité. Ces rayonnements radioactifs très puissants, c'est généralement des rayonnements gamma, cassent l'ADN. Et donc on peut avoir jusqu'à 300 fragments et elle les reconstitue, elle les ressoude. Donc voilà, c'est une des particularités de cette bactérie. Donc les bactéries, grâce à ces biofilms, ont pu conquérir des milieux aussi extrêmes que les bactéries qui vivent dans
le chaud ou le froid. Vous avez même une bactérie, Thermophilia acidophilum, elle peut vivre jusqu'à 3,5 km sous terre, elle est capable de vivre dans des pH de 1 à 2, donc elle vit dans ce qu'on appelle en biologie des milieux extrémophiles. Et donc en plus, la bactérie est capable d'avoir une forme particulière qu'on appelle spore bactérienne, et qui lui permet de résister à des traitements faramineux. Par exemple, si vous chauffez pendant 30 minutes à 85 degrés Celsius, vous tuez 100% des bactéries en dehors de l'état de spore, alors que quand la bactérie est dans l'état de spore, 80% résistent. Elles sont capables de résister à un vide ultra poussé. On a même une Streptococcus mitis qui est partie avec la mission Apollo 12. Elle a résisté au vide sidéral, au rayonnement cosmique. Voilà. Donc, certains vont jusqu'à penser que la vie aurait été apportée par les bactéries qui peuvent voyager sous l'état de spore. Alors le record, c'est qu'on a trouvé des spores bactériennes qui dataient de 250 millions d'années. On a trouvé dans l'estomac d'une abeille qui avait été fossilisée dans l'ambre. Et donc quand on a retiré les spores de l'estomac de cette abeille fossilisée, qu'on l'a mis dans le milieu qui lui convenait, bah, la bactérie est revenue à la vie. Donc elle a ces états de spores qui lui permettent de dormir comme la belle au bois dormant et de se réveiller au moment opportun quand elle retrouve un milieu nutritif important. Alors il y a une caractéristique d'ailleurs de ces animaux qui sont capables de vivre dans des milieux extrêmes et avec une telle longévité, c'est qu'ils éliminent l'eau de leur corps. Par exemple, vous avez un animal qui s'appelle le tardigrade ou l'ourson des glaces qui est capable d'éliminer 85% de l'eau quand il se met dans un état qu'on appelle dormance. Et là, il peut rester, il n'y a pas vraiment de limite. Voilà. Et la bactérie, c'est pareil, elle va éliminer une grosse partie de l'eau de son corps, elle va s'aménager, si vous voulez. L'ADN est plus compact, le pH a baissé d'une unité, enfin il y a plein de caractéristiques, je ne pourrais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais c'est quand même une prouesse, quoi. Donc certains se sont dit, le premier c'est le biologiste Arrhenius, il avait appelé ça la théorie de la panspermie, c'est-à-dire qu'il envisageait que des météorites ou des comètes auraient pu amener des bactéries à l'état de spore. Sur Terre, ces spores auraient trouvé des conditions pour se développer, et à partir de là, la bactérie qui est championne en l'art de s'adapter à tout milieu, a pris une forme bien particulière à la Terre. Elle serait tombée sur une autre planète, elle aurait pris une autre forme. En tous les cas, nos bactéries à nous, les archéobactéries, ont pris une certaine forme qui nous a conduit progressivement à une sorte d'évolution par complexité. On est passé d'une vie anaérobie à une vie aérobie, puis après aux cellules animales, végétales, après aux êtres pluricellulaires, aux espèces, jusqu'à l'homme, l'Homo sapiens sapiens, que certains appellent d'ailleurs l'Homo sapiens démens. Donc les bactéries ont des qualités qu'on retrouve en physique quantique, le comportement collectif, une espèce d'état de cohérence, hein, voilà. On s'est rendu compte que les bactéries avaient un quorum. Quorum, c'est le terme qu'on utilise quand il y a une poignée d'individus éveillés qui vont prendre une décision pour la collectivité. Et donc il y a des bactéries qui vont apprécier le degré d'éléments nutritionnels et elles vont fonctionner pas trop pour que la collectivité puisse survivre. En fin de compte, peut-être jamais un être n'aura vraiment incarné la notion de vie, parce que la bactérie, elle vit pleinement. C'est un élan de vie incroyable. Vous avez des bactéries qui se divisent tous les 20 minutes ou 30 minutes. Si on prend par exemple une bactérie qui se divise tous les 30 minutes, comme Escherichia coli, eh bien, en 6 heures, une bactérie mère a donné 4096 filles, en 12 heures, 16 millions, et en 24 heures, 300 000 milliards de bactéries. Et en 4 jours, on aurait plus de bactéries qu'il y a d'atomes dans l'univers. Évidemment, ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est que les bactéries, il y en a beaucoup qui meurent du fait d'un manque d'éléments nutritifs. Donc le quorum, ça permet aux bactéries d'apprécier est-ce qu'elle doit fonctionner ou pas. Et on s'est rendu compte que des bactéries un peu parasites n'ont pas de quorum. C'est-à-dire elles ne respectent pas la collectivité, elles sont pleinement égoïstes.
Ensuite, les bactéries sont très sensibles au champ magnétique. Donc on peut considérer que la bactérie est très sensible au champ physique. Il y a tout un champ d'investigation pour mieux comprendre les biofilms et les stratégies que les bactéries ont pour avoir des bactériorésistances. Par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle slow food. Quand vous mettez des bactéries dans un milieu et que ce milieu aboutit à un biofilm, il y a des bactéries en surface qui sont capables de se sacrifier pour que celles du dessous survivent. Et donc l'antibiotique, il aura du mal à agir. Et en plus, les bactéries qui sont en dessous ne vont pas se diviser. Donc l'antibiotique aura du mal à se développer. Donc on s'est rendu compte avec l'Listeria monocytogène que 200 microgrammes de benzalkalium n'avait pas d'effet. En majorité, il y a une grosse partie des bactéries qui survivent. On s'est rendu compte que, par exemple, certaines bactéries, du fait de ce phénomène de slow food, pouvaient échapper à l'action des antibiotiques. Donc c'est une façon de gérer la situation d'un point de vue collectif et non pas d'un point de vue individuel, un peu comme les plantes. Donc on pourrait dire que l'évolution a généré des êtres, les plantes, les bactéries, qui sont avant tout des êtres collectifs que des êtres individuels. Vous avez des êtres parasitaires qui, eux, vont uniquement puiser dans l'hôte leur substantifique moelle. Et l'homme, il a du mal à trouver un équilibre entre son comportement individuel et collectif. Si vous prenez 10 vaches dans un pré, généralement elles vont bien s'entendre. Et elles vont réussir, sur un territoire quand même limité, avec des clôtures, à trouver un terrain d'entente. Vous mettez 10 hommes, au bout de 12 heures, vous avez déjà des tensions, et au bout de 24 heures, le groupe, souvent, il a explosé, quoi. Voilà, c'est une des particularités de l'être humain, c'est de la difficulté de la relation sociale. Alors, c'est pas une fatalité, hein, mais notre éducation, notre pédagogie nous a plus, surtout en Occident, invité à être animés d'un mode plutôt égoïste qu'un comportement collectif. Ce qu'on voit, c'est ce que nous apprend l'anthropologie, c'est que les sociétés dites traditionnelles, qui sont des petites ethnies, il y a plus un comportement collectif qu'un comportement individuel. Et c'est ça peut-être que nous avons perdu en Occident et que cette crise nous amène à retrouver. C'est-à-dire, c'est comme un écosystème où s'il n'y a pas cet esprit de collectivité, comme le chorus qu'on a vu avec le quorum, pardon, avec les bactéries, ça ne marche pas, quoi. Et de plus en plus, on s'aperçoit que des bactéries peuvent faire des alliances avec des champignons, et donc le biofilm, il peut être hétérogène. Et c'est ce qu'on a au niveau du microbiote. Le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, des bactéries, des virus, des parasites, qui vivent ensemble. Et donc il y a différents écosystèmes. Il y a l'écosystème buccal, l'écosystème épidermique ou cutané, vous avez l'écosystème de l'intestin, vous avez l'écosystème urogénital, l'écosystème anal. C'est toute une collectivité de bactéries, quoi. Alors on a un peu un vestige de l'évolution parce qu'on a des bactéries qui n'utilisent pas l'oxygène, qu'on trouve plutôt dans la partie basse de l'intestin, et puis des bactéries qui, eux, utilisent l'oxygène, comme si on avait deux types de vie, les vies anaérobies qui sont les vestiges du passé, et les vies aérobies qui sont un peu l'évolution en marche. Oui, de là à dire que la pensée occidentale qui a développé plutôt un mode de prédation parasitaire,
Il n'y a qu'un pas pour envisager que l'économie est plutôt parasitaire. Quand elle fait ingérence dans un pays, généralement, comme un parasite, elle le puise. C'est le colonialisme, etc., etc., quoi. Elle puise la sève vitale. On devrait s'inspirer du monde microbien, qui peut être une référence sur son mode de fonctionnement. Alors il est probable que la Terre, qui n'est pas un système isolé, interagit avec le cosmos, donc on n'est pas encore à l'abri, j'allais dire, intellectuel, puisque généralement ces découvertes choquent le confort intellectuel de voir des changements. En tous les cas, l'intestin a repris ses lotres de Nobias, on parle de néo-organes, ce qu'on n'aurait pas envisagé. Il y en a même qui envisagent que c'est le premier cerveau ou un cerveau délocalisé, c'est plus que le deuxième cerveau, quoi. Il y a à peu près 100 millions de neurones, et c'est pas un hasard s'il y a des neurones dans l'intestin. On s'est rendu compte aussi que certaines bactéries pouvaient agir sur le nerf vague et provoquer des dépressions. Donc on peut se demander si les bactéries ne peuvent pas prendre le contrôle d'un individu quand il y a un déséquilibre. Alors ce que nous montre l'intestin, alors on ne sait pas, il y a entre 700 et 70 000 espèces de bactéries, entre 700 et 10 000, là on va être raisonnable, différentes. Ces bactéries, on les a classées en deux, bonnes et mauvaises, ça ne veut pas grandir grand-chose. Une bactérie qui est pro-oxydative est une bactérie qui va déséquilibrer l'intestin. Et maintenant, on est arrivé à trouver une sorte de cause universelle à la plupart des maladies en termes de santé publique, que sont les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'obésité qu'on a mis parmi les pathologies, les dépressions et d'autres maladies. La cause serait une inflammation chronique de l'intestin. Donc les bactéries déséquilibrantes sont pro-oxydatives et les bactéries équilibrantes sont des bactéries qui vont combattre une inflammation chronique. Alors l'inflammation elle est nécessaire, vous avez à un moment donné un tissu qui est en difficulté, la défense immunitaire vient, ça crée une inflammation mais elle doit rester transitoire. C'est quand l'inflammation se chronicise que le problème peut émerger. Les micro-organismes ont des comportements collectifs, comme on voit au niveau de la physique quantique. Je crois que ce monde est vibratoire, donc ça aussi, la physique quantique nous montre que la matière elle est double, elle est onde et corpuscule, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. J'ai parlé que certaines bactéries pourpres photosynthétiques sont capables de générer à partir de la lumière des courants électriques, mais qui sont harmonisés. Vous avez 1 million de courants électriques qui vont être délivrés dans chacune des bactéries, mais de façon unitaire, cohérente, comme dans le condensat de Bose-Einstein. L'énigme de la conscience, de la relation entre le corps et l'esprit, c'est aussi des choses qui risquent d'avoir aussi leur description quantique. En l'état actuel, il y a plus de travaux sur l'introduction de la biologie en physiologie animale, peu en physiologie, j'allais dire, microbactérienne. Mais je pense que dans les années à venir, on aura peut-être des travaux sur ça, quoi. Il y a plein de choses. Le déplacement de la bactérie présente des analogies avec la physique du solide. Une bactérie, elle n'a jamais c'est peut-être aussi un lien. Elle se déplace jamais en ligne droite, elle a un rotor qui fait tourner son flagelle entre 40 et 60 tours par seconde, ce qui fait qu'elle peut parcourir 150 micromètres, un micromètre c'est un millionième de mètre en une seconde, et 50 cm en 1 heure. Donc la taille moyenne d'une bactérie, petite bactérie, c'est entre 1 et 2 micromètres, donc elle est capable de parcourir 150 fois sa longueur en 1 seconde. Si on prend par exemple Usain Bolt, qui le 16 août 2009 a eu le record mondial de la course sur le 100 mètres, en 9 minutes 54 secondes je crois, et ben lui il fait 1m95, c'est 6 fois sa longueur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc comme le comportement de certaines macromolécules qui ont aussi un comportement parfois quantique, les colloïdes,
Ou les nanoparticules, eh bien, ils sont soumis à un mouvement qu'on appelle le mouvement brownien, donc qui les amène à se déplacer en ligne brisée, jamais en ligne droite. On dit que c'est le comportement de l'alcoolique qui n'avance jamais en ligne droite, mais qui zigzague, quoi. Et donc on appelle ces mouvements browniens, du fait de Robert Brown, qui en 1828 a trouvé ce mouvement en étudiant comment des grains de pollen déposés à la surface d'une eau calme se déplaçaient selon ces trajectoires en zigzag. Et par la suite, on l'appelait mouvement probabiliste, stochastique, aléatoire. Donc les bactéries ont ce déplacement aléatoire, ce qui est un point commun avec les atomes, puisque les atomes et les molécules se déplacent plutôt en mouvement brownien. Voilà, c'est encore une analogie. Alors c'est une analogie de déplacement. Maintenant, il faut regarder les propriétés. Mais je crois que le condensat de Bose-Einstein ou les comportements collectifs, ce qu'on appelle l'état de cohérence, c'est vraiment quelque chose à fouiller au niveau du monde bactérien, quoi. On est loin d'avoir fait le tour de ce que les bactéries nous ont apporté. Charles Darwin avait écrit un livre en hommage aux vers de terre. On pourrait écrire un ouvrage en hommage aux bactéries. Ben, on peut dire que le cosmos, ce qui émerge, c'est une logique de complémentarité, c'est l'unité. Ce que les théologiens appelaient le principe, ce qui fait que dans le monde réel, tout est à sa juste place, sans considération de l'espace et du temps, en ordre et en rythme. Donc l'unité, c'est ce qui émerge, on dit que c'est même la caractéristique du divin. Donc il y a plus un comportement unitaire chez les bactéries qu'un comportement uniforme. Vous voyez ce que je veux dire? L'uniformisation, c'est pas l'unité. L'unité, c'est la somme des complémentarités. Donc je pense qu'on est en train de prendre une voie avec la voie globaliste, qui a tendance à privilégier une espèce de philosophie Macintosh copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire? On copie quelque chose qui fait le bonheur de quelques-uns, qu'on impose à la collectivité. Donc là, on fait un saut énorme. Peut-être que dans un siècle, on aura plus de réponses à ça. Mais on voit bien que dans un système solaire, les planètes ne sont pas en opposition, mais en complémentarité. Donc Niels Bohr, qui était un des pères fondateurs de la physique quantique, disait « Les opposés ne sont pas contradictoires, mais deviennent complémentaires ». C'est ce qu'il avait fait graver sur son blason. Et donc il avait beaucoup étudié le Tao. Le Tao, le Yin et le Yang, est un exemple de complémentarité mouvante, puisque le Yin et le Yang ne s'installent jamais, mais établissent entre eux une sorte de danse. Donc le monde des plantes, le monde des bactéries, d'une certaine façon le monde des animaux sont plus en recherche de cette unité. En tous les cas, ils sont capables de relationner avec la nature et le cosmos d'une façon pleine et entière. Ça a beaucoup interrogé certains évolutionnistes, l'être humain, du fait de l'importance qu'il a dans l'évolution par son cerveau, hein, c'est-à-dire que selon Darwin, l'homme, quand il arrive à son stade, il est un animal assez faible. Il n'a pas l'agilité du singe, la force du guépard, la protection de la carapace de la tortue ou du rhinocéros. Sa force à lui, c'est la ruse, l'intelligence. Et donc, le fait d'avoir cette intelligence, c'est à double tranchant, parce que comme disait Spencer Brown, imaginez un pédoncule pensant, bah, avant d'être pensant, il va passer par différents stades, et quand il pense, bah, il arrive à faire abstraction qui fait partie de la nature. Il y a lui la nature, il n'est pas la nature, vous voyez, il n'est pas en fusion totale avec la nature. Donc la bactérie, comme je vous disais, est peut-être un être qui vit pleinement, beaucoup plus que n'importe quel humain, parce qu'elle est en pleine fusion avec la nature et le cosmos. C'est peut-être ça qui est le plus difficile chez l'homme.
il y a une espèce d'opposition, qui est le thème fondamental de l'anthropologie, entre la culture et la nature, et que la culture parfois s'oppose à la nature. Paul Valéry avait fait un discours destiné aux chirurgiens, et le chirurgien c'est un manuel. Il avait dit lors de son discours, la main c'est un organe extraordinaire en quoi résulte toute la puissance de l'humanité et par quoi, assez curieusement, il s'oppose à la nature, de laquelle cependant il procède. Donc la main a fait de l'homme l'homo faber, comme disait Henri Bergson, c'est grâce à la main que l'homme a pu développer son cerveau, en fabriquant des outils, mais cette même main qui lui a permis de se construire, d'avoir son identité, et en train de se retourner contre la nature et lui, et finalement l'homme oublie qu'il a besoin de la nature pour vivre. Et en fin de compte, l'homme occidental a peur de la nature, donc il a un sentiment d'infériorité. C'est ce que disait Alfred Adler. Tout sentiment d'infériorité entraîne une compensation, un sentiment de supériorité. C'est pour ça que quand vous voyez des gens qui mettent en avant un côté égotique, c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont en infériorité. Donc ils compensent comme une sorte de compensation homéostasique. Et donc l'homme, il a peur de la nature, il a peur de la forêt, on voit bien les contes de Grimm. Il a voulu être comme maître et possesseur de la nature, c'est dans le discours de la méthode de René Descartes, et puis ensuite il y a eu le volet transgenèse animale et végétale, puis maintenant le volet transhumaniste. Et donc comme il a peur de la nature, il préfère dénaturer la nature et la renaturer à son image, pour pouvoir la contrôler. Et donc ça, c'est vraiment le développement des civilisations. On voit bien qu'il y a des civilisations, on a compris qu'il fallait faire une alliance avec la nature, et donc quand on emprunte à la nature quelque chose, il faut lui rendre, il y a une réciprocité, un don. Et puis il y a des civilisations où, la nôtre en fait partie, on se permet de prédater la nature, de prendre sans redonner, et puis même de vouloir modifier la nature pour pouvoir se grandir auprès d'elle. Donc on dit d'ailleurs dans l'approche psychanalyse adlérienne qu'un homme, pour se sentir grand, il abaisse les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même s'il abaisse les autres, il sera toujours en infériorité, parce que c'est un sentiment intrinsèque, c'est à l'intérieur de lui. Donc c'est beaucoup plus profond. Notre culture occidentale a essayé de sortir de ce sentiment d'infériorité vis-à-vis de la nature en abaissant la nature ou en la modifiant. On est à un carrefour civilisationnel avec le transhumanisme, où bien l'humaine nature disparaît au profit d'une nature recombinée avec tout ce que le transhumanisme propose, des exosquelettes, une extension du cerveau, etc. etc. Ou bien, effectivement, on redevient raisonnable et on s'aperçoit qu'on doit composer avec la nature, quoi. Ce que certains peuples ont continué à faire. Le fait d'être sorti de la forêt, de vivre en ville, etc., sur du béton, ça a changé complètement la perspective, quoi. Donc la force des bactéries, je dirais, c'est qu'elles ne peuvent pas tricher puisqu'elles sont en résonance avec le mouvement de l'univers. J'avais trouvé il y a quelques années une citation étonnante de Pasteur qu'on ne s'attend pas à lire, qui dit la chose suivante: « Je crois à une influence cosmique dissymétrique qui préside naturellement et constamment aux principes essentiels immédiats de la vie, et par conséquent, les espèces des règnes de la vie sont, dans leur structure et leur forme, en relation avec les mouvements de l'univers. » C'est assez étonnant. Donc, il veut dire par là, c'est que les formes, les structures vibrent à l'unisson de l'univers, quoi. Et que peut-être c'est ça qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on ne peut pas se passer de la nature ou du cosmos, la Terre n'est pas un système isolé, et que le jour où l'homme oublie sa dépendance à la nature et au cosmos, il disparaîtra, quoi. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
suis senti seul. Moi, déjà, mon parcours est un parcours atypique. On a du mal à le comprendre en France. Quand on va au Brésil ou au Canada, quand on a une approche pluridisciplinaire, les gens considèrent que c'est un plus. En France, on a l'impression, ah ben alors, t'étais mauvais physicien, pour ça que t'es devenu biologiste, t'étais mauvais biologiste, c'est pour ça que t'es devenu anthropologue, etc. On n'a pas encore, ce qui commence à venir, une alliance entre les différentes sciences et les sciences humaines. Alors ça nécessite plus de travail, c'est sûr, mais d'un autre côté, quand vous prenez deux disciplines A et B et que vous les rapprochez, il y a forcément une interaction entre la discipline A et B et vous avez une espèce de créativité. Vous avez des personnages très créatifs comme par exemple le prix Nobel de chimie, le prix Nobel de la paix, Linus Pauling, Henri Laborie, enfin la liste est longue de gens qui, par leur approche disciplinaire, ont été par essence créatifs. Donc la solitude, c'est un sentiment qu'on a tous. Je crois que l'autre ne peut pas vraiment nous comprendre. Même si on vit avec quelqu'un, on restera toujours un peu un inconnu pour l'autre. Par certains aspects, il nous comprend, par d'autres, il ne nous comprend pas. C'est la lourde condition de l'être humain, l'incommunicabilité. Vous voyez, c'est un thème cher à certains cinéastes italiens, quoi. L'incommunicabilité. C'est éternel, ce terme. On est à la fois proche et étranger. Même si on a des amis intimes, il y aura toujours une part de nous qui leur échappera, et de même, il y aura toujours une part d'eux qui nous échappera. Donc, je veux dire, la solitude, elle est aussi nécessaire pour se construire. Il faut trouver un compromis, sinon on est dans la fusion-confusion. Si vous êtes dans l'isolement, c'est pas aussi une solution. Un être humain, il peut pas se construire si il y avait au début dans l'Empire russe, on avait essayé de voir si un enfant parlait spontanément le latin. Et donc on a pris des enfants isolés, ils ne se sont pas construits. L'enfant, il a besoin qu'on lui dise « je » pour qu'il puisse se construire. Mais à un moment donné, il y a cette espèce d'alliance entre l'isolement et la collectivité. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être mis en péril. Georges Simmel, qui c'est un des pères de la sociologie allemande, il disait « une société, c'est un pont, la collectivité, et la porte, qui permet de fermer et d'être intime ». Et donc, de plus en plus, on essaye d'ouvrir la porte et de mettre des capteurs, des caméras, des choses pour surveiller les gens. Et voilà, je pense qu'une société, elle a besoin de ces moments d'intimité, de solitude et des moments de partage, de collectivité.